Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux et ex-conseillers nationaux, Monsieur l'ancien chancelier de la Confédération, qui nous fait l'honneur avec son épouse d'être ici présent, Monsieur et Mesdames les députés du Grand Conseil vaudois, Madame Yvette Yagui, ex-conseillère nationale et ex-syndic de Lausanne, Monsieur François Chérix, coprésident du NOMES suisse, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et des médias, chers membres et amis du NOMES vaudois et suisse, puisque nous avons l'honneur d'avoir la secrétaire générale adjointe parmi nous, Caroline Hibert, qui est ici présente au milieu de la salle. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Joëlle Kunz. Ça fait un moment qu'on lui court après. Je ne vais pas dire la durée, mais ça fait un petit moment déjà. Elle est très demandée et je pense que ça se justifie vu son parcours et justement aussi les articles qu'elle écrit à travers, je dirais, les différents journaux et quotidiens. Madame Joëlle Kunz est née un certain 25 avril d'une certaine année. Elle est journaliste et écrivaine franco-suisse. Elle est chroniqueuse au quotidien suisse roman Le Temps et membre du conseil de fondation de l'Institut des hautes études de l'Institut des hautes études internationales et du développement, abrégé IHEID, à Genève. Elle est l'auteur d'un ouvrage publié récemment dont le titre est « La Suisse ou le génie de la transparence », que je vous invite tous à lire. Je n'ai pas encore fini le livre, mais en tout cas, il est très intéressant. Licenciée en 1967 de l'Université de Genève, elle fait son stage de journaliste au Courrier de Genève. Elle devient ensuite correspondante dans la Feuille d'avis de Lausanne, l'ancien 24 heures, pour Genève et l'ONU. Elle participe en même temps, avec une douzaine d'amis politiques de la place, à la création d'un journal « Tout va bien », d'abord mensuel, puis hebdomadaire, qui se veut libre et indépendant. Fin avril 1974, Madame Joëlle Kunz se rend à Lisbonne, où vient d'éclater, je dirais, la révolution des œillets, correspondante de la radio suisse romande, de l'Impartial et de la Liberté, puis du Quotidien de Paris. Elle reste au Portugal jusqu'à la fin de l'année 1976. Durant ces 2 années et demie, elle écrit en 1975 un livre qui s'intitule « Le Portugal, les fusils et les urnes ». Après le Portugal, donc fin 1976, elle rentre à la rédaction du Quotidien de Paris dans le service étranger, avec la responsabilité du domaine européen. Puis, 1 an plus tard, au Matin de Paris. Elle couvre les pays de la Communauté européenne et leur antenne commune à Bruxelles. En 1982, elle rejoint l'Hebdo, qui vient d'être créé à Lausanne, puis dès 1986, elle se trouve à la télévision suisse romande, dont elle dirige à partir de 1988 le service international. Elle se familiarise avec la représentation visuelle de l'information et avec tous les problèmes liés à la puissance de l'image. Elle quitte la télévision en 1991 pour rejoindre le Nouveau Quotidien, fondé par le journaliste Jacques Pillet et, je crois, Eddy Press, si je ne dis pas de bêtises. Elle devient rédactrice en chef adjointe jusqu'à sa fusion en 1998 avec le Journal de Genève dans un nouveau titre qui s'appelle maintenant donc Le Temps. Elle dirigera les pages Opinion jusqu'à sa retraite en 2010. Madame Joëlle Kunz a été consultante pour la création d'une série de 20 épisodes de la télévision sur l'histoire suisse, en direct de notre passé, entre 2011 et 2012. Enfin, Madame Joëlle Kunz est chevalier de l'Ordre national du mérite français. Pour rappel, l'Ordre national du mérite français est un ordre qui a été institué le 3 décembre 1963 par le général de Gaulle. Il récompense les mérites distingués, militaires ou civils, rendus à la nation française. J'aurais peut-être dû le préciser, Madame Joëlle Kunz est franco-suisse. Aujourd'hui, Madame Kunz va intervenir dans notre aimable et estimée assemblée pour une thématique, en tout cas c'est le thème et le titre de son intervention, La Suisse et l'Europe en 2014, une interview de Guillaume Tell. Madame Kunz, je vous prie de rejoindre cette petite estrade afin que vous donniez votre analyse des opinions d'indépendance et de souveraineté, de justice et de liberté pour notre pays. Je vous remercie. Je vois que Guillaume Tell a encore beaucoup de succès. Et donc, je vais me faire la modeste porte-parole de l'interview qu'il a bien voulu me donner et
pour lequel vous êtes rassemblés si nombreux. On parle beaucoup de Guillaume Tell aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il est difficile de l'entendre directement. Alors j'ai souhaité l'interroger pour qu'il me parle un peu de la situation du pays. Il m'a accueilli les bras ouverts. Et je dirais même avec une certaine impatience. « Vous tombez bien », m'a-t-il dit. « J'ai des choses à dire. » Il m'a fait asseoir, à l'aise. Pendant qu'il me tirait un espresso, j'ai remarqué l'ordre impeccable de la maison, l'arbalète pendue derrière la porte, les flèches dans le porte-parapluie et les photos de madame et des enfants sur la commode. Edwige, ai-je demandé en avisant la dame très belle avec des sourcils à la Frida Kahlo. Oui, c'est elle, il m'a dit. Elle aurait bien voulu se joindre à notre conversation, mais elle préside actuellement une commission du conseil municipal. Alors elle me prie de l'excuser auprès de vous, ce que j'ai fait. Dommage, ai-je dit quand même, parce que cette personne m'intéresse. Est-ce que c'est vrai, ai-je demandé à Guillaume Tell, la rumeur qui veut qu'elle tire à l'arbalète aussi bien que vous? Il m'a répondu avec un haussement d'épaule. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de chasse gardée. Alors, cette réponse m'a tout de suite amené à mon sujet, parce que j'avais seulement 20 minutes avec lui. Et je lui ai dit, pourtant, la Suisse se veut une chasse gardée, n'est-ce pas? Et pour ce faire, elle se réclame de vous et de vos actes. Alors il a levé les bras en l'air. Vous savez, ces bras qui n'en finissent pas, comme si c'était Audelaire qui les avait dessinés. Et il a dit d'une voix venue de très loin, « Je suis un homme libre, pas une banderole nationale. Je n'ai pas de patrie. » Stupéfaite par ces paroles, je lui ai demandé des explications. « Vous êtes suisse quand même ?» ?»« Non. Pas particulièrement, m'a-t-il répondu. Je suis aussi scandinave. Dans les pays nordiques, on m'appelle Toko. C'est surtout Schiller qui a fait de moi un Suisse. Il avait lu toutes les légendes écrites en Suisse par les historiens et les poètes qui cherchaient à flatter le peuple. Et j'étais un personnage parfait pour un Allemand en 1803. Il faisait de moi un héros contre Napoléon, sans trop se mouiller auprès de la police napoléonienne de Prusse, puisque j'étais suisse. Pratique. Après la bataille de Leipzig, perdue par les Français, en 1813, les Allemands, heureux, ont rajouté un passage à la pièce de Schiller, qui était mort entre-temps. Je vous le cite, il est assez surprenant. De la Baltique au Rhin, c'est un seul cœur qui bat. L'Allemagne entière devient un Grütli. Des millions d'hommes prêtent serment. Pendant ce temps-là, les Suisses, dont j'étais censé incarner la révolte anti-impériale, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se faisaient tout petits devant l'empereur des Français, qui leur avait donné l'acte de médiation. Curieux, non? Même ceux qui avaient fourni à Schiller les éléments de mon portrait, comme ce fameux historien Jean de Muller, et qui était passé au service de Napoléon. Vous vous êtes senti trahi? ai-je demandé à Guillaume Tell. Il a eu un moment d'hésitation. Un homme comme moi, a-t-il répondu, a pour destin de servir la demande de liberté dans une grande variété de situations, même scabreuses. Je réponds si on m'appelle.
Si on ne m'appelle pas, je reste chez moi, Edwige est bien contente parce qu'elle a toujours peur pour moi. Les Français m'ont appelé contre leur roi, les Allemands contre les Français, les Philippins contre les Espagnols, les Italiens contre l'Autriche. J'ai été célébrée en Russie, en Chine, au Japon. Je crois que du point de vue historique, j'ai un assez bon bilan. En Suisse, je pense que j'ai contribué à unir les gens. Ceux des montagnes avec ceux des plaines, les protestants et les catholiques, ceux des villes et des campagnes. Même les Genevois, il y a 200 ans, au moment de leur rattachement, ils m'ont enrôlé. J'en suis assez fière d'ailleurs. Mais je voudrais maintenant parler du présent. Parce qu'alors là, je ne suis plus d'accord. Je ne veux pas, je ne peux pas jouer les alibis. Je l'ai fait par le passé, en fermant les yeux sur certains abus, quand des régimes autoritaires se servaient de moi pour proclamer leur liberté à l'extérieur et en empêchant la liberté à l'intérieur. Mais aujourd'hui, non. Trop, c'est trop. Il s'était levé, il commençait à marcher à grands pas dans la pièce, irrité. Je lui demande, mais qu'est-ce que vous entendez par alibi? Eh bien, je veux dire que Guillaume Tell ne veut pas être l'homme à tout faire de partis qui s'inventent des ennemis inexistants. Que Guillaume Tell n'a pas de flèche contre des voisins qui ne le menacent pas. Qu'il n'y a pas de bailli d'empire pour obliger à saluer une absence de chapeau sur une absence de pique. La Suisse est libre, je ne vois pas de quoi il faut la libérer. Elle n'a pas besoin de moi. À ce moment-là, dans une de ces enjambées dont il a l'habitude, vous savez, ces enjambées, vous savez comme il faisait quand il sautait de la barque sur le rocher, il traverse le salon pour s'emparer de l'arbalète qu'il pose devant moi. « Tenez, me dit-il, je la rends. » Je démissionne. Les flèches, donnez-les au département des Affaires étrangères. En souvenir. Aujourd'hui, on ne tue plus, on négocie. Et il a ajouté, solennel, « L'Union européenne n'est pas un empire, c'est un partenariat. Une mise en commun librement consentie des ressources et des intérêts. Parfois, il faut sacrifier des choses auxquelles on tient, c'est un peu dur, mais pourquoi pas, si c'est dans un but plus grand. » Alors là, vous imaginez, j'étais étonnée, soufflée. J'ai balbutié. « Guillaume Tell, vous êtes pour l'admission de la Suisse dans l'Union européenne? Vous, le champion de l'indépendance nationale ?» Sa réponse n'a pas manqué de hauteur. « J'ai lutté pour la liberté, a-t-il dit, pas pour l'indépendance. On confond souvent les deux. La liberté de mon temps, c'était se défendre contre le clergé et la noblesse, contre ces ordres privilégiés qui compromettaient le droit de possession des paysans. Les hommes libres de nos contrées n'étaient sujets d'aucun seigneur terrien. Ils ne possédaient pas leurs biens selon le droit féodal, ils vivaient sur leur propre sol. Et c'est ça qu'ils chérissaient. Ce n'était pas de l'indépendance. Le mot d'ailleurs n'était pas connu. Au contraire, la défense de la liberté passait par une collaboration intense entre les hommes libres, ceux de Suisse comme ceux d'Allemagne du Sud et d'Italie du Nord. Nous n'étions pas les seuls à vouloir défendre nos libertés.
C'est un fait que nous avons mieux réussi, on ne peut pas le cacher. Je suis peut-être pour quelque chose. Mais en Suisse, ai-je dit, vous êtes considéré comme le héros de l'indépendance contre les Habsbourg, et c'est ça qu'on considère comme la liberté. Je sais, a-t-il répondu, c'est un problème. J'en parle souvent avec ma femme. Pour elle aussi, au conseil municipal, c'est une source de malentendus. Au Moyen-Âge, nous les Suisses, nous appartenions à l'Empire romain germanique. Il n'était pas question d'exister autrement. Nous respections le pape et nous respections l'empereur. Il donnait du sens à notre vie collective. Mais à l'intérieur de cet empire, qui était plein de conflits, nous avions des points de vue à défendre et des intérêts à défendre. Ce que j'ai incarné depuis le début, c'est le droit de point de vue, le droit d'opinion, le droit d'action, ce que j'ai appelé la liberté. J'étais pas sûre de bien comprendre, alors je lui ai dit, mais alors, ne pas saluer le chapeau, c'était prendre le droit d'une opinion. Là, il a consenti, il a dit, la tête du bailli ne me revenait pas, c'est vrai. Il était assez nul dans la gestion des ressources humaines, hein. Et après, évidemment, du fait de l'enchaînement des événements qui ont suivi, l'épreuve de la pomme, le meurtre, c'est devenu une opinion. C'est devenu un droit de grève, si vous voulez, hein, l'exercice d'une liberté. Alors pourquoi, à votre avis, ai-je insisté? Dit-on, insiste-t-on toujours aujourd'hui pour dire indépendance plutôt que liberté? Alors là, il m'a fait un petit cours d'histoire qui était assez intéressant quand même. La confusion, m'a-t-il dit, vient du XIXe siècle. Quand les peuples se séparaient des empires, comme les États-Unis d'Amérique, ou au contraire, quand ils cherchaient à s'unir, comme les Italiens ou les Allemands. C'était toujours au nom de la liberté. Ils voulaient construire des nations pour exprimer plus librement leur culture, leur façon d'être, leur façon de faire. Le nationalisme, à ce moment-là, c'était une sorte de romantisme, une aspiration au bonheur. L'indépendance, c'était une promesse, la promesse d'être plus libre. Les Américains avaient entamé la marche en quittant l'Empire britannique, ils étaient devenus un modèle. Moi, je comprenais parfaitement ces mouvements et je leur prêtais mon concours. Je me suis trouvée partout où il fallait tenir le drapeau de la liberté politique. Je parle toutes les langues, je suis très cosmopolite, je vous l'ai déjà dit. Mais je vous le répète encore une fois, ce n'est pas l'indépendance qui comptait le plus pour moi, c'était la liberté qu'elle pouvait contenir. Je sentais bien que Guillaume Tell attachait la plus grande importance à ces nuances. Il me regarda d'une façon grave. Aujourd'hui, il y a, m'a-t-il dit, quelques 295 États indépendants dans le monde. Est-ce qu'ils sont tous libres? Est-ce que leurs citoyens sont libres parce que leur pays est indépendant? Sauf dans quelques pays comme l'Ukraine, l'indépendance n'est plus menacée. Mais la liberté l'est toujours. Et c'est donc à la liberté que nous devons revenir encore et toujours. Je l'ai arrêté. Quelle liberté, Guillaume? Celle de la Suisse ou celle des Suisses? Mais les deux, m'a-t-il dit avec véhémence. Elles vont ensemble dans un ordre qui n'est plus celui de l'indépendance, mais je dirais de l'interdépendance, de la collaboration, de la négociation permanente entre les États. On ne peut plus être libre tout seul, dans nos petites frontières nationales. On ne peut poser les conditions de nos libertés que dans un cadre régional et même mondial.
On doit donc avoir une opinion sur le monde. Une opinion qui corresponde à nos valeurs. Et il nous faut trouver un cadre où exprimer cette opinion. Je sais que je vous surprends, a-t-il ajouté. Mais ce cadre, pour moi, c'est l'Union européenne. Nous appartenons à cet empire européen de valeurs dont nous ne cherchons pas à nous séparer, pas plus qu'au Moyen-Âge. À moins que, par un gros mensonge, on se mette à voir l'Union européenne comme oppresseur. Un oppresseur dont il faudrait se libérer. Bon, c'est toujours pratique de se poser en victime. Il ne faut quand même pas exagérer. À répéter comme des perroquets, indépendance, indépendance. On devient étranger au monde tel qu'il va. Et c'est à l'opposé de la tradition suisse. Que voulez-vous dire, Guillaume, par tradition suisse? Ai-je demandé, un peu perplexe. La vérité, m'a-t-il dit, c'est que la Suisse n'a jamais été indépendante. Indépendante au sens où le prétendent ceux qui falsifient mon histoire personnelle et notre histoire collective. Elle a été créée par nos voisins parce que notre existence les arrangeait. Et nous n'avons pas cessé de dépendre d'eux, de nos voisins, de leurs idées, de leurs rapports de force, de leurs débouchés commerciaux, de leurs matières premières, de leur main-d'œuvre. Et nous avons tiré le meilleur parti de cette dépendance. Et à mon avis, notre génie, il est là. Une bonne gestion de notre dépendance. Bien sûr, ça ne peut pas se dire. C'est un tabou. C'est un crime de lèse-indépendance. Mais moi, Guillaume Tell, je n'ai pas sacrifié la vie de mon fils pour arriver en 2014 et ne rien dire. Donc je dis, à bas le tabou. Il a prononcé ces paroles avec force, comme si c'était une conclusion. Le temps de l'interview était terminé, mais j'avais encore une question qui me turlupinait. Guillaume, cette histoire d'un bailli impérial qui aurait harcelé sexuellement la femme de Baumgarten en Unterwald en l'obligeant à venir dans son bain, vous y avez cru? Je vous le demande parce que ceux qui sont contre l'Union européenne aujourd'hui l'accusent d'abus de pouvoir assez ressemblants. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, n'est-ce pas? Tell a paru un peu embarrassé. Max Frisch m'avait posé la même question dans les années 70. C'est amusant, non? Voyez-vous, on respectait l'Empire, c'est sûr. Mais on n'aimait pas trop ses officiers. Toutes sortes de rumeurs couraient sur leur compte. On disait qu'ils imposaient un droit de cuissage. Ma femme avait des doutes, mais elle était minoritaire. Baumgarten en avait tué un de ses baillis, sous prétexte qu'il avait déshonoré sa femme. Bon, le bonhomme avait la garde à ses trousses, il était affolé, je l'ai aidé à s'enfuir. Mais j'ai jamais cherché à connaître le fin fond de l'histoire. Et pourquoi Schiller a commencé son Guillaume Tell avec cette histoire de fesses, ça j'ai jamais vraiment compris. Est-ce qu'il voulait faire du tirage? Bon, ça a réussi, hein. Mais est-ce que je dois lui en être reconnaissant? J'ai pas répondu. C'était quand même pas mon affaire, moi, personnellement. Je voulais pas non plus prolonger l'entretien, j'avais déjà abusé. Je lui ai simplement demandé s'il était sérieux pour les flèches et l'arbalète. Il m'a dit « Oui, prenez-les, elles ne me servent plus, au contraire, elles m'encombrent. » Je les ai prises. Il m'a dit de saluer Didier Burkhalter quand je lui apporterai. Et il a ajouté « Dites-lui que je l'aiderai pour l'Union européenne, il a qu'à me téléphoner. »
Et là-dessus, il a écrit son numéro de portable sur un bout de papier qu'il m'a donné, comme ça, sans autre cérémonie. Et moi, je lui ai donné un bulletin du NOMES et il m'a promis de regarder. Voilà. Alors j'ai quitté Guillaume Tell avec quand même l'esprit retourné. Quand j'ai passé devant sa statue à Altdorf, je ne l'ai plus reconnu. J'ai su que ce Guillaume Tell-là n'existait plus. Bon appétit.